Bonsoir à tous, c'est la Libre Antenne, comme tous les soirs de 21h à minuit sur metatv.org. Ce soir, on reçoit avec nous Alan Duke. Bonsoir Alan. Bonsoir, bonsoir. Donc Alan, voilà, comme je le disais, comment vous présenter Anne, on m'avait dit non, vous n'êtes pas alchimiste, vous êtes un auteur en tout cas. J'ai écrit des livres, oui, entre autres, oui. Voilà, vous m'avez expliqué, vous êtes plutôt un passionné. Qui s'intéresse donc à la connaissance, si j'ose dire, avec un grand C. Oui, exactement. Voilà. Et donc, il y a votre livre, donc L'éveil des anges, qui est, je trouve, une belle introduction. C'est-à-dire que vous l'avez, alors volontairement, j'imagine, c'est très accessible. Oui, bien sûr. C'est un des premiers buts que je me donne dans ce que je fais, c'est-à-dire que des connaissances qui sont souvent destinées à des personnes initiées, etc. Donc, si on veut un peu avancer, c'est de rendre cette connaissance aussi accessible à tout le monde. Donc, c'est là où j'utilise le mot vulgarisateur. Donc, je facilite certains sujets comme la physique quantique, etc. Donc, j'essaie de la rendre accessible. À travers, donc, dans l'écriture, ça peut être un peu plus compliqué, mais dans les conférences, là, c'est plus facile, disons, de donner des exemples pour expliquer certaines choses qui peuvent paraître un peu complexes quelque part, mais ça fonctionne assez bien, je pense. Oui, voilà, donc parce que ça va. Alors, vous si j'ose dire, décrypter, donc. Pour parler en langage des oiseaux, parce que ça c'est... J'utilise aussi. Oui. Vous utilisez, voilà, vous parlez de ce langage des oiseaux. C'est très intéressant d'ailleurs parce que par rapport, on va en parler évidemment de tous ces nombreux sujets, parce que vous parlez également du magnétisme, vous parlez des chakras, vous parlez beaucoup du symbolisme aussi. Oui, bien sûr. Le symbolisme, ça en plus c'est quelque chose, c'est vrai, qui est vraiment une science d'initié, parce que bon, la plupart du temps, lorsqu'on voit un symbole, très peu de personnes sont en fait capables de donner une véritable interprétation. On se laisse aller, voilà, j'ai envie de dire presque à contempler un peu benoîtement comme ça une œuvre, mais en fait il y a tout un symbolisme caché. Par exemple, vous allez chercher à un moment donné, il y a une photo donc en bas de l'immeuble des Rockefeller, voilà, de Prométhée. Exact. Et ça c'est la preuve pour moi ultime que les Illuminati, comme on les appelle, donc, existent réellement. Donc à partir du moment où on sait que devant ce fameux Rockefeller Center, donc à New York, bon, l'image est connue pour Noël, il y a toujours un énorme sapin qui se trouve devant le bâtiment, où il y a même une petite patinoire où des personnes peuvent patiner. Et donc, mais devant le bâtiment, il y a la statue d'un dieu grec qui s'appelle donc Prométhée. Et ce dieu est connu pour avoir volé le feu des dieux, pour le donner, pour éclairer l'humanité. Et donc là, on est dans la mythologie grecque, donc c'est Prométhée, et donc il s'appelle Prométhée, son père c'est Zeus. Et quand on passe du côté plus tard, donc chez les Romains, Zeus, il s'appelle Jupiter, et son fils Prométhée s'appelle Lucifer, puisque le mot Lucifer veut dire le porteur, le faiseur de lumière. Celui qui vole le feu, donc on voit bien cette statue où le personnage, c'est comme s'il planait. On voit le sommet d'une montagne, on voit qu'il est au-dessus de cette montagne, il y a un anneau autour de lui avec les 12 signes du zodiaque, et il tient dans la main le feu. Et donc, parce que Prométhée a donc commis cette erreur, il a volé un secret qui était gardé aux dieux, il va être enchaîné sur un mont, le mont Caucase, et un aigle va lui dévorer tous les jours le foie. Et donc, logiquement, en disant, bon, il faut s'imaginer que la bande, les Rockefeller et tout cela, ils n'ont pas pris une coupe avec des billets dedans, bon, quel dieu est-ce qu'on va prendre? Non, c'est pas au hasard. Ils savent exactement que ce personnage représente le porteur de lumière. Donc, quelque part, ils doivent s'estimer éclairés, et on pourrait dire aussi illuminés. Donc, ils ont des connaissances que beaucoup de personnes ne connaissent pas, et puis donc c'est vraiment pour montrer leur appartenance à un groupe particulier. Donc oui, parce que ce symbolisme-là aussi, on le retrouve aussi beaucoup dans les marques, alors ça c'est aussi une partie un peu moins, si j'ose dire, un peu moins ésotérique, puisque tout le monde est confronté donc à ces marques. Par exemple, à un moment donné, il y a un exemple que vous donnez avec Balzen, c'est un signe égyptien, ça j'ai jamais remarqué. Il y a un cartouche égyptien. Il y a un cartouche égyptien. Alors, tous ceux qui mangent des biscuits Balzen, probablement chez vous. Et des chips. Voilà, il y a des chips. Ouais. Et donc c'est vrai que dans la marque, il y a un petit cartouche égyptien qui veut dire tentation, c'est ça? La tentation, c'est-à-dire que c'est un cartouche égyptien, si on prend la forme, ça ressemble à une balle, comme une balle de revolver. C'est un récipient comme ça qui est hermétiquement fermé, parce qu'un cartouche c'est donc une bulle avec un bâton et une corde, et à l'intérieur il y a une inscription, un hiéroglyphe, et c'est ce que nous on appelle en ésotérisme un égrégore, c'est-à-dire quelque chose qui une fois est pensé
ça existe d'une manière vibratoire et ça peut influencer sur les gens parce que c'est nourri par la pensée humaine. Bon, il faut s'imaginer que notre planète, c'est comme un énorme disque dur et cette information va se stocker dans le champ électromagnétique. Et donc, ce symbole qui est sur la marque Balzen, donc, quand j'ai vu, je dis, ah tiens, qu'est-ce qu'il fout un cartouche égyptien sur une marque qui vend des chips et des biscuits? Et alors, si on regarde, donc il existe des dictionnaires hiéroglyphes français, ça existe donc, et ça veut dire une coupe. Donc il y a une forme arrondie, et tout ce qui est arrondi, ça représente la féminité. Donc le fameux obélisque que vous avez ici sur la place de la Concorde, ça représente le phallus, donc on est dans le côté masculin. Et tout ce qui est arrondi, c'est féminin. Et donc il y a donc un dôme arrondi, et à côté un serpent. Ça veut dire donc serpent féminin. Et le serpent féminin le plus connu, c'est celui qui se trouve sous la chapelle Sixtine, donc la peinture qu'a fait Michel-Ange. Donc, et là, on voit Adam et Ève, et enroulés autour d'un arbre, on voit donc la Lilith, ou Lucifer aussi, mais appelée Lilith, et c'est une femme qui a la forme d'un serpent, parce qu'elle a une poitrine, donc, et elle représente, parce que si on prend la Genèse, donc cette histoire, là, c'est la tentation. Et alors, il y a une certaine logique de dire, bah oui, si je vends des biscuits et des chips, automatiquement, je vais mettre un symbole qui représente la tentation. Parce que le but, c'est que les gens soient tentés d'acheter le produit. Et donc les égrégores, le sujet égrégore, c'est un sujet très très intéressant, aussi par rapport à nos noms que nous portons, qui sont aussi, donc à chaque fois qu'on m'appelle avec mon nom, je me retourne, j'attire cet égrégore sur moi. Chaque nom, chaque étymologie veut dire quelque chose de particulier. Et voilà, donc... Alors ça aussi, vous en parlez dans le livre. On en avait un petit peu parlé avec Patrick Burastanas quand il était venu. C'est justement cette signification des noms, quoi, des noms et des noms de famille aussi. Donc il y a une condition aussi avec les noms de famille. C'est comme si on avait un ballon baudruche au-dessus de nous, on le tirait avec nous, et puis il a une influence. Bon, c'est pas que le nom, bien sûr, il n'y a pas que ça qui va influencer sur notre façon d'être, mais il y a aussi bien sûr l'éducation, ma religion, l'endroit où je vais venir au monde qui va jouer, mais il ne faut pas sous-estimer le poids, on va dire, que je porte par rapport à mon nom, mon prénom, mon nom de famille. Et alors, ça veut dire que aussi ceux qui choisissent les prénoms un peu au hasard peuvent se tromper, alors donner des significations sans le savoir, qui sont... Alors que vous dites que justement les papes et les rois prennent toujours... Ils ont toujours les mêmes noms, c'est pas un hasard, si c'est toujours des gens, ils ont toujours les mêmes noms, ils ne vont pas appeler leurs enfants Homer ou Kevin ou je ne sais pas comment. Donc ils ont des noms parce que ce nom, il a une signification bien particulière et ça va avoir un poids donc, sur la personnalité, sur la personne, ça va l'aider. Il y a des noms plus propices et d'autres moins, quoi. Et donc en fonction, on choisit, donc il faut bien choisir le prénom en fonction du nom de famille. Alors c'est ça, comment ça se... L'ensemble, après, je veux dire, à partir du moment... Le nom de famille, on ne choisit pas. Si non, si on arrive dans cette famille, justement, qui s'appelle Dupont, il s'appelle Dupont, il restera Dupont. Mais après, il y a toujours l'histoire du nom, bien sûr. Pourquoi je m'appelle Dupont? C'est parce que mes ancêtres, ils habitaient auprès d'un pont, bien sûr. Mais je veux dire simplement, parce que le sujet est donc à prendre conscience, c'est les égrégores, tout simplement. De prendre conscience que c'est une égrégore, et donc que tout est magnétique autour de nous, notre planète est magnétique, notre corps fonctionne comme un aimant. On va stocker de l'information avec nos pensées, donc c'est comme un disque dur. Donc la vulgarisation, c'est nouveau de montrer un disque dur, au milieu il y a la planète, Terre, et là il y a une zone où il y a de l'information qui va se stocker, que nous nourrissons par notre pensée, d'une manière magnétique. La glande pinéale, elle va jouer probablement un grand rôle là-dedans, puisque c'est une glande qui est magnétique, justement. Ce qu'on appelle, dans certaines cultures, le troisième œil, c'est ça? Aussi, bien sûr, oui. Parce qu'il paraît que, physiologiquement, on pourrait dire que c'est un œil qui est non développé, c'est ça? Exact, c'est ce qu'ils disent, oui. Mais pour moi, cette glande, donc, c'est celle qui a accès... Et puis c'est encore une fois là où je définis autrement, parce qu'on a toujours tendance à parler du sixième sens, d'accord? Donc les 5 sens qu'on connaît bien, la vue, l'ouïe, etc. Et on parle toujours d'un sixième sens, mais c'est faux. C'est le premier sens. Avant qu'on puisse voir, avant qu'une créature commence à voir, avant qu'elle puisse commencer à sentir quelque chose, etc., il y avait déjà ce premier sens qui existait. Donc c'est le premier sens. Et la glande pinéale, c'est celle qui nous donne accès justement. C'est celle du premier sens, donc qui est l'intuition, le ressenti, les inspirations, d'accord? Donc tout ce que je vais pouvoir attirer sur moi. Donc, d'ailleurs, on appelle aussi cette banque de données les annales akashiques. Donc c'est vraiment là où il y a toute l'information autour de nous.
Et voilà, et puis la glande pinéale qui est magnétique, si on prend maintenant certaines espèces animales, ils l'utilisent encore pour migrer, donc les oiseaux, etc. Donc c'est une glande magnétique et la Terre fonctionne comme un énormément, notre corps fonctionne comme un aimant, etc. On me dit, la langue des oiseaux était parlée par Salomon, était-elle parlée par Rabelais aussi? Ben, la langue des oiseaux, c'est une langue qui existe probablement depuis la nuit des temps. Ouais. Après, moi étant francophone malgré tout, même si je ne suis pas français, mais je suis francophone, donc c'est cette langue-là qui va me parler plus, personnellement. Mais vous donnez une attention particulière à la France. Hein. Vous dites dans le livre moi, voilà, sur cette langue, la langue française est très particulièrement adaptée à la langue des oiseaux. Ben, il y a aussi, bien sûr, la langue des oiseaux fonctionne en anglais. Moi qui parle aussi allemand, il y a aussi des choses en allemand qui sont intéressantes. Je parle même en chinois, mais bon, je ne parle pas chinois, donc je ne pourrais pas vous le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que la langue française, je pense vraiment que si on prend l'histoire, on avait l'hébreu, qui était une langue très riche, très ésotérique, on va dire, donc le grec, le latin. Et moi, je me suis simplement dit, oui, mais après le latin, est-ce qu'il y aurait parmi toutes ces langues qu'on connaît, est-ce qu'il n'y en aurait pas une qui serait plus forte, plus puissante que toutes les autres? Et alors, pour moi, la logique, ce serait de dire le français, parce que si on prend maintenant l'époque des francs-maçons, donc au début de la franc-maçonnerie, même les Templiers, je veux dire, ils ne parlaient pas le français, ils parlaient le François, mais c'était déjà du français, on va dire. Et aussi, maintenant, les francs-maçons, on est au début du XVIIIe siècle, donc qu'ils soient français ou anglophones, ils parlaient tous le français. George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, surtout, qui vivaient même en France, ils parlaient un français parfait. Les monarchies, même jusqu'en Russie, on parlait tous le français. Donc je me dis, pourquoi justement le français? Pourquoi pas une autre langue? Et si on connaît un petit peu la langue des oiseaux, voilà, donc on entend que dans la langue française, il y a plein de codes très révélateurs, donc très intéressants. Et pour moi, un des plus fameux, c'est quand on dit par exemple à une personne la mort. Donc, bien sûr, si maintenant je l'écris, la mort, c'est pas rigolo. Mais à partir du moment où j'entends l'âme hors, l'âme qui est à l'extérieur, là, ça commence à devenir beaucoup plus intéressant. Et alors, bien sûr, il y a toujours des détracteurs qui veulent vous piéger. Ils disent, oui, mais ça, c'est un hasard qui veut que ça soit comme ça. Alors, je lui dis, quel est le contraire de la mort? La vie. Ben non, pas vraiment. Si on croit vraiment que la vie est éternelle, c'est-à-dire qu'il y a une âme qui a la possibilité de s'incarner et de sortir, donc la vie, elle est continuelle. On va dessiner une ligne rouge qu'on va appeler la ligne de vie. Et donc, on a une porte de sortie qu'on appelle la mort, et une porte d'entrée qu'on appelle la naissance. Et c'est là que naissent les sens. La naissance, c'est-à-dire l'âme descend dans une autre vibration, elle va s'incarner, habiller un habit qui va lui permettre de vivre les sens, donc les 5 sens exotériques, donc qui vont nous faire. Et après, au moment de l'âme hors, on va ressortir. Et ce qui est aussi intéressant avec la mort, c'est qu'on peut l'écrire de 2 façons différentes. L'âme, donc notre âme qui est à l'extérieur, H-O-R-S, mais et si on parle d'alchimie, c'est l'âme or, O-R. Et là, on trouve encore des choses assez fameuses là derrière. Ouais, donc le français se prête vraiment particulièrement bien. C'est vrai que j'avais pas réalisé avant de recevoir Patrick Boristina, c'est à quel point la France et l'alchimie avaient un passé extrêmement lié. On trouve donc des symboliques un peu partout sur les grands monuments. Mais vous, ce que vous apportez en plus, c'est de nous dire qu'en fait, cette connaissance-là, l'élite, elle en a conscience. Elle a conscience de cette haute connaissance. Certaines personnes, sûr. Certaines personnes. Pas tous. Il y en a beaucoup qui sont utilisés, bien sûr. Parce que ça a été développé dans les anciennes civilisations. Je pense en particulier aux Indiens, à l'Asie, où on a encore des traces, beaucoup de ça, les chakras, etc. Parce que ça, vous en parlez aussi, donc les vibrations magnétiques. Ça, c'est des choses qui sont encore présentes dans les anciennes civilisations asiatiques. C'est encore... parce que je sais qu'en Chine, même, on apprend à respirer. On est encore... Oui, mais petit à petit aussi, la médecine qu'on veut nous imposer, quelque part, elle est aussi en train de s'imposer en Asie. Donc, chez eux, ils ont encore... Ici, on a fait un grand nettoyage. Donc, toutes les personnes qui osaient pratiquer encore les anciennes thérapies, ils ont été brûlés, etc. Donc, et puis même les conquistadors, ils ont fait du ménage en Amérique centrale, en Amérique du Sud, mais en Asie, donc, mais tout doucement, maintenant, la médecine occidentale, elle est aussi en train de... Bon, mais il y a heureusement Internet et des personnes qui s'intéressent à ça et qui disent non, il y a aussi de l'acupuncture, le corps c'est de l'énergie, la physique quantique nous confirme bien que tout ce qu'on appelle matière, c'est rien d'autre que des ondes et des vibrations, donc... Alors,
on me demande, oui, est-ce que les chemtrails, oui, sont envoyés pour perturber le magnétisme des humains? Ça, je ne sais pas du tout. Maintenant, si c'est pour perturber le magnétisme, je ne saurais dire, mais peut-être pour rendre les gens stériles ou des trucs comme ça. Ça aussi, ça c'est sûr. Donc, ouais. Parce qu'ils jouent alors donc sur l'alimentation pour ça, j'imagine que ça vous touche beaucoup, c'est l'agroalimentaire, la façon dont on sent, parce que c'est le premier geste qu'on a tous, il faut bien manger pour vivre, comme on dit, on est obligé de se nourrir. Bien sûr. Et donc, en ingérant donc ces substances chimiques tous les jours, on s'empoisonne petit à petit, Petit à petit, on creuse notre tombe avec nos dents, comme disaient les philosophes grecs. Donc c'est encore pire que dans le temps. Je veux dire, si eux ils disaient déjà ça à leur époque, alors je ne vous dis pas comment c'est aujourd'hui. Et puis, quelque part, si on prend conscience qui sont les fournisseurs de produits chimiques dans l'industrie alimentaire, ce sont les mêmes qui font après les médicaments qui sont censés nous guérir, quoi. Alors ils gagnent deux fois, donc une fois en nous rendant malades, une fois en faisant comme s'ils nous rendaient nouveau la santé. Donc voilà, ça c'est tout le monde de la conspiration, donc qui n'est pas forcément maintenant celui qui m'intéresse. Je ne dis pas qu'il ne m'intéresse pas, mais disons j'en ai fait le tour. Et moi, c'est ce que je dis aussi au début de mon livre, je dis à partir du moment où on a pris conscience de toute la partie conspiration de notre société, donc les lobbies, le système financier, etc., etc., donc tout ce qui est conspiration proprement dit, de tout le temps trop en parler. Oui, il faut que des personnes prennent conscience, bien sûr, mais moi, je passe maintenant au stade des solutions. Alors, sur le langage des oiseaux, parce que c'est vrai que ça intéresse beaucoup de gens, Nicolas Duhat, lui, il me dit, oui, comment ça marche? Par exemple, il me dit c'est death en anglais pour la mort. Ouais. Et c'est birth. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est une question qu'on m'a souvent dit. Donc, ce que tu fais là en français, ça marche pas en anglais. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut s'imaginer que, comme les langues, comme il vient de dire, donc d'abord, il faut avoir la langue intégrée en soi pour entendre certaines choses. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit sa langue maternelle. C'est-à-dire, moi qui suis maintenant pas anglophone, il y a des choses que je n'avais pas entendues, moi, personnellement, comme par exemple le dragon. Le mot dragon en français, si on l'écoute, le dragon, un drap, oui, gon, ça ne veut pas dire grand-chose, d'accord? Par contre, si maintenant je prends la version anglaise, dragon, mais c'est to drag on. To drag on, ça veut dire s'éterniser. Et voilà. Et quand on sait que la légende de celui qui terrasse le dragon, il a la possibilité de devenir immortel, là, ça devient intéressant. Donc, quand on sait que to dragon, ça veut dire s'éterniser, qui est une autre façon de dire immortel. D'accord? Et c'est pour dire simplement que chaque langue, chaque personne dans sa langue va trouver des autres clés, mais à la fin, il va arriver au même résultat. Et c'est ça. Donc, c'est-à-dire maintenant, on ne peut pas, ce que je viens de dire avec la mort en français, la naissance, ça n'a pas fonctionné en anglais. Mais par exemple, en anglais, on peut dire par exemple, le soir, par rapport au secret du Saint Graal, la nuit, quand je dis bonne nuit à une personne en anglais, je lui dis good night, qui veut dire aussi God's night, le chevalier divin. Good night, God's night. Et puis le matin, je lui dis réveille-toi, wake up, et c'est aussi le chemin wake up, donc c'est le chemin way qui mène vers la coupe. Donc ça peut pas être un hasard, franchement. Je veux bien que d'un côté on ait un jeu de mots good night, bon chevalier ou chevalier divin. De l'autre côté, on a wake up qui veut dire réveille-toi, mais aussi le chemin qui mène vers la coupe. Et on a une clé par rapport au Saint Graal. Et on est en Angleterre, la légende du roi Arthur, etc. Donc ça peut pas être des hasards tout ça. Mais ça fonctionnera pas en français. Le bonne nuit et réveille-toi ou lève-toi, on n'aura pas cette même clé-là. Et c'est là où. Voilà. Oui, parce que j'ai vu, je croyais que c'était une blague en Lion d'Or. Ah bah oui, au Lion d'Or. Et en fait, ça, c'est complètement ça, c'était, on va dire, ça c'est pour rire, on va dire. C'est comme ça que je commence ma conférence. Parce que comme j'aborde souvent, je parle en langue des oiseaux, de la manière. Donc j'explique aux personnes par des exemples un peu comiques. Lunettes, ça veut bien dire lunettes, lire net. Gendarme, ça veut bien dire les gens qui portent des armes, donc gendarmes. Et après, donc, si vous traversiez la France à l'époque médiévale et que le cocher voyait au loin une auberge, il savait, tiens, on va pouvoir passer la nuit parce qu'il y a un blason qui se trouve devant le bâtiment et dessus il y avait un lion doré, un lion en or, et ça veut dire au lit on dort. Au lit, on dort. On peut dormir dans le lit. Donc, il savait, c'est une auberge qui peut accueillir, parce que les voyages duraient plusieurs journées pour aller d'un endroit à l'autre. Hein.
Et donc ça, c'est une façon un peu rigolote, celle-là. Mais après, je vous dis donc par rapport à la mort et plein d'autres mots comme ça, où on entend des clés très intéressantes qui peuvent nous... Si on est sur un chemin, on va dire, une quête, une certaine quête donc, pour trouver peut-être la vérité quelque part, voilà. Et aussi au début de ma conférence, je dis le français, parce qu'on parlait du français justement, ben, la personne franche, elle sait. Le français. D'accord. Et donc si je veux trouver la vérité, s'il en existe bien sûr une, parce qu'après on va parler de physique quantique, ils vont dire il n'y a pas une vérité, il y en a plein, des tas de vérités, mais il existe peut-être une seule vérité, et la première chose que je dois faire, c'est être franc avec moi-même. Parce que si je me mens moi-même, je ne pourrai jamais trouver une vérité qui me relie à l'univers. Donc le premier travail à faire, c'est un travail alchimique sur ma personne, me purifier intérieurement, m'aligner. Donc, et là, on peut un petit peu faire les liens entre les travaux de Patrick Bernsteinas et le transposer vers de l'alchimie qu'on appelle plutôt spirituelle, c'est-à-dire me débarrasser de ma souffrance, de transmuter mes informations plombantes en or. Donc, voilà. Ah oui, ça, alors ça, la fameuse super légende, oui, alors on me fait le lien justement voilà, avec les Sumériens. Ça aussi, vous en parlez dans le livre, avec justement cette analogie entre les dieux sumériens, Enki, etc. Tout ça serait une longue suite finalement, puisque vous dites même que finalement le catholicisme c'est une secte égyptienne, si j'ose dire, revisitée à la sauce européenne. Quoi. Les Esséniens, donc ceux qui sont à la base du christianisme, quelque part, c'est là où je me confronte toujours aux personnes qui sont croyantes, qui pensent vraiment que le Christ... Alors commencez pas à troller, ouais, je le dis. A existé, donc moi c'est pas que je veux pas qu'il n'ait pas existé, mais à partir du moment où on s'intéresse un petit peu à son histoire, et je veux dire l'histoire du monde n'a pas commencé avec son histoire, donc il y avait déjà les Romains, les Grecs, etc. On fait des liens assez évidents entre sa légende, cette histoire, et par exemple la légende d'Osiris, donc chez les Égyptiens. Et voilà, et après tous les symboles qui ont été rajoutés. Je vous donne un exemple tout bête. Vous allez à Ravenne, en Italie, dans une église très connue, et il y a une fresque donc, où on voit les 3 rois mages. Et là, Patrick Bernsteinas, il serait à côté, il ferait comme ça avec la tête, parce qu'un roi mage, il est habillé en noir, l'autre, il est habillé en rouge, et l'autre, il est habillé en blanc. Les 3 couleurs de l'alchimie, donc. Et c'est là où on fait des liens tout d'un coup. Et donc, pour pas avoir trop de problèmes avec les personnes très pieuses et très croyantes, je dis toujours, il n'est pas impossible qu'il existe 2 Christ, c'est-à-dire un personnage historique qui a vraiment existé et qui était justement donc probablement un prêtre de cette fameuse secte essénienne, et c'était des gens qui étaient initiés aux écoles des mystères égyptiennes. Et un Christ qui est vraiment un mythe. Et là, c'est là où je dis, on va dans le cocktail bar de Constantin, donc le fameux empereur romain, on va dans son cocktail bar, on prend le truc, et je te mets un peu de dieu Prométhée, que je te mets un peu d'Asclépios, le dieu de la médecine, je te mets un peu d'Horus, je te mets un peu de dieu Mitra, je te mets un peu d'Osiris, je secoue le tout, et j'ai Jésus-Christ du christianisme, donc. Et c'est ce qu'ils ont fait quelque part. Et ils ont aussi intégré probablement ce personnage, ce prêtre qui a vraiment existé, qui était un homme très sage, mais qui n'a pas été crucifié. Et ça fait pas longtemps qu'il y a une information qui est diffusée sur le net. Vous aurez découvert justement un texte qui est quand même qui a 1500 ans d'âge, où ils disent que le Christ n'a pas été crucifié. N'a pas été crucifié. Voilà, bon. Bon, alors immédiatement, il y a tous les musulmans qui me disent que c'était marqué dans le Coran. Ce qui est pas faux. Ben voilà, j'ai pas de problème avec ça. C'est pas faux. On me dit, et la planète X, c'est vrai, cette fameuse Nibiru, c'est quoi, ça existe, c'est du blabla. Ben, moi je dirais que maintenant on va arrêter de parler de celle-là, puisque... Elle va arriver en 2014. Maintenant elle vient en 2014 du coup. C'est ce que nous avait dit Dalancourt ici. On commençait à trembler. C'est quand il était à la retraite. Le film de Lars. C'était terminé. Il y avait un film qui est sorti là, qui s'appelait Mélancolia, qui était justement à la même période donc, que la de nouveau présumée arrivée de cette fameuse planète X, donc, et puis il ne s'est rien passé. On attend toujours. Alors, les fameuses tempêtes solaires qu'on nous avait annoncées à grands coups. Écoutez, moi je veux bien qu'il se passe une fois quelque chose. C'est plus que probable, mais je n'aime pas trop vivre avec cette idée. Donc, comme on les appelle toujours les oiseaux de mauvais augure, ils viennent... Tous les années, ils viennent avec une autre catastrophe et tout ça. Pour l'instant, il n'y a rien qui s'est passé. Voilà, donc... C'est crédible, les Anunnaki, clairement, c'est-à-dire la version de Zecharia Sitchin, les êtres venus de l'espace qui ont pris des gènes humains. Disons que moi,
Je pense que les extraterrestres existent réellement, donc ce serait ridicule de dire que... Alors c'est pas des démons venus d'une autre dimension. Après, parce que il y a les reptiliens, oui, donc cette théorie-là. Hein. D'accord, parce que non, c'est la grande... Mais moi, je reste sur une idée beaucoup plus terre à terre. On va dire que déjà, à l'époque des Sumériens, ils n'avaient rien fait d'autre que de transformer nos planètes de notre système solaire en dieux. Et que cet équilibre parmi ces dieux, entre guillemets, extraterrestres, puisqu'ils ne sont pas sur la planète Terre, donc cet équilibre avec une hiérarchie, puisque la planète Jupiter est par exemple, elle a plus à dire dans notre système solaire que d'autres planètes qui sont plus petites. Donc on a automatiquement une hiérarchie qui s'installe au cœur de nos planètes. Et donc déjà les Sumériens, ils avaient des connaissances astronomiques et ils ont créé une légende avec un dieu Enlil qui représente Jupiter, Enki qui représente le Soleil, notre bienfaiteur à tous, celui qui va nous sauver, la déesse Ninurzag qui serait un mélange de la planète Terre, de la Lune et peut-être de la planète Vénus éventuellement, donc tout ce qui est féminin, la déesse Ninurzag, puisque c'est elle qui crée quand même le fameux Lulu, comme il est appelé chez les Sumériens, cet homme qui est créé par les dieux. Et voilà, et les dieux ont créé l'homme à leur image. Ben oui, on va un peu parler physique, etc. Et on va voir des liens entre un atome et puis... Je pense à la vilaine Lulu aussi de Yves Saint Laurent. Oui, mais le Lulu, c'était l'esclave que les... Oui, j'avais vu cette vilaine Lulu. Donc, le Lulu, c'est le nom qui a été donné donc, pour ces esclaves qui ont été créés par... Après, je vous dis, donc c'est une façon de voir aussi cette question-là. Après, bien sûr que les extraterrestres aient débarqué, parce qu'il existe quand même certains sites archéologiques qui défient tout entendement. Hein, donc, il n'y a pas photo. C'est ou bien on avait déjà affaire à des humains, des civilisations humaines qui possédaient une technologie qui permettait de découper des blocs comme du beurre, ou il y a des extraterrestres qui ont débarqué, qui ont fait ça. Il n'y a pas 36 solutions. Hein. Ou bien pire encore, des hommes du futur qui ont la possibilité d'aller dans le passé. Hein. Ouais. Comme Fringe. Alors ça c'est Fringe. Ça. Exactement. Ça c'est Fringe. Parce que c'est possible ça en physique quantique, parce qu'en physique quantique, c'est ce qu'on nous explique. Ouais. Bon, c'est parce que avec notre ego, on a une image faussée du temps. C'est-à-dire notre ego, à partir du moment où nous nous incarnons et que nous commençons à réfléchir, donc dans le miroir, on commence à se polariser, donc on crée une dualité, et donc on a tout polarisé, bien sûr. Et l'ego, donc, parce que moi, c'est encore un sujet que j'avais aujourd'hui abordé, donc l'ego, il ne faut pas le voir seulement dans un sens péjoratif, toujours. Avoir un ego, ce n'est pas la fin du monde, je veux dire, c'est simplement le fait de pouvoir se différencier des autres, quelque part. Et justement, cet ego, plus on est dans l'ego, là on entre dans l'égocentrisme, l'égoïste, la personne égoïste qui pense qu'à lui. Et donc, par rapport à le fait que je crée maintenant mon ego, c'est pas maintenant quelque chose de péjoratif, c'est simplement le fait que je vais comment dire, j'ai eu aujourd'hui justement une discussion avec une personne qui était de nouveau en train de dire il faut se débarrasser de l'ego. D'accord ? Nous, humains, on doit se débarrasser de l'ego. Je dis oui, mais si l'univers, c'est-à-dire la création, aboutit à une espèce, on n'est pas les seuls, je veux dire, certains singes, les grands primates, du style orang-outan, même le dauphin, ils expliquent que le dauphin, quand on met un miroir dans l'aquarium, il sait que c'est lui. Donc il possède une certaine forme d'ego. Donc, en créant l'ego, il a commis des erreurs, et surtout le temps, en ce qui concerne le temps. Parce que l'ego, il peut se placer dans trois temps différents. C'est-à-dire l'instant présent, celui que nous sommes en train de vivre, et il a donc le passé, qui est de la mémoire, qui n'existe plus. Donc le passé, c'est pas, d'ailleurs même en langue des oiseaux, encore une fois, pas, c'est, ben non, c'est pas, je veux dire en verlan. Et à venir, ben, ça reste à venir. C'est aussi une projection qui n'est seulement possible avec un mental, et surtout celui d'un ego. Et maintenant, si on parle de physique quantique, c'est là où le cerveau il peut bugger, c'est qu'il n'existe pas, le futur n'existe pas, le passé n'existe pas, il n'existe qu'un instant présent et une multitude d'instants présents qui sont aussi là, mais dans d'autres vibrations, dans d'autres fréquences, on va dire. C'est-à-dire, ces instants, on parle de dimensions différentes, donc on est vraiment dans un champ, et non seulement tout est accessible à tout moment, dans l'instant présent, c'est-à-dire je ne vais pas faire un voyage dans le temps, je me délocalise d'un instant présent dans un autre,
Mais non seulement il y a donc cette idée-là, mais en plus avec de multiples possibilités. C'est-à-dire dans un présent, j'ai telle vie, dans l'autre présent, j'ai telle vie et telle vie. Bon, ça c'est maintenant quelque chose qui est un peu, on va dire, pour justement quand on se place dans l'ego, on a du mal à accepter cette possibilité-là. Mais quand on parle de physique quantique, la maladie c'est exactement la même chose. Il n'y a pas la maladie, ça n'existe pas, il y a seulement un état de santé et une multitude d'états de santé dans lesquels je peux me placer à tout moment. Je peux switcher, comme on dit, et donc les personnes, puisqu'il y a apparemment des personnes qui ont cette possibilité déjà, de passer d'un instant présent dans un autre. Et les personnes qui sont décédées, justement, qui ont fait des expériences de mort imminente, ben c'est exactement ce qu'ils expliquent. C'est ce que je voulais dire, par exemple, par rapport, quand je vous avais dit la mort. Ouais. Quand on dit l'âme or qui est à l'extérieur, mais aussi l'âme or, O-R. Et ça fonctionne qu'en français, de nouveau, si vous prenez le mot allemand Gold, ou même en anglais Gold, donc c'est toujours le même mot. Donc, mais le mot français pour l'or, c'est OR. Et alors, la question, c'est savoir que représente la lettre O et que représente la lettre R. La lettre R, c'est plus facile. En langue des oiseaux, ça veut dire l'air, l'espace. Et la lettre O, c'est une boucle. De l'eau. Ça peut être de l'eau, maintenant, si on parle phonétiquement, mais c'est aussi, si on regarde la forme de la lettre O, c'est une boucle. Donc, d'accord ? Une boucle, on a quelque chose qui se répète tout le temps. Donc si maintenant on dit l'âme or, ça peut être aussi l'âme qui est à l'extérieur mais de l'or, c'est-à-dire de l'espace-temps. Ce qui serait assez logique puisque quand on meurt, notre âme quitte l'espace-temps. Les personnes qui ont des expériences de mort imminente, ils disent « je pouvais être n'importe où, j'avais seulement besoin d'y penser, j'étais dans le sud de l'Italie, j'étais n'importe où, donc je pouvais même être à n'importe quelle époque ». Donc il pouvait passer d'un instant présent à un autre, il pouvait switcher tous ces... Donc, et ça c'est au moment où on est mort, M-O-R-T, donc l'or qui se cache au milieu, mais c'est aussi au moment où on dort, D-O-R, d'accord ? L'or est caché toujours à l'intérieur. Donc c'est l'espace-temps, ça a à voir avec l'espace-temps tout ça. Est-ce que alors, le sommeil c'est quoi ? C'est un genre de mort ? Il y en a qui disent que c'est une expérience de mort, le sommeil, c'est-à-dire qu'on sera en état clinique un peu comme mort exact. pendant notre sommeil. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire c'est un moment où le corps, justement l'immobilité et le lien aussi entre justement le fait de dormir, quand on est immobile, le corps il reste immobile et aussi quand on est mort bien sûr. Et puis voilà, et automatiquement il se passe quelque chose, l'âme elle a la possibilité de sortir du corps, encore une fois l'or qui se cache au milieu. C'est sympa cette symbolique. On parle de la théorie des cordes, je ne sais pas ce que c'est. Les cordes quantiques. Ouais. Là, on parle physique quantique, donc, c'est-à-dire, c'est le sujet, aussi un sujet très important que j'essaie d'expliquer d'une manière assez simple pour expliquer aux personnes que ces murs là autour de nous, même s'ils paraissent très denses, les physiciens quantiques ils disent qu'au-delà de l'atome, quand on va plonger encore plus loin que les protons, les neutrons et tout ça, qu'on plonge dans un monde qui est composé uniquement de fréquences et de vibrations. Et donc déjà des philosophes grecs parlaient de l'harmonie des corps, donc il y a de la musique entre les sphères et une géométrie donc dans la musique, et c'était justement le monde des fréquences. Donc, et voilà, et à partir du moment où on prend conscience de ça, tout devient assez clair, c'est-à-dire quand après on a cette illusion de la matière grâce à nos sens, et heureusement que ça soit ainsi, sinon on aurait beaucoup de mal à se raser, par exemple, si on se verrait dans le miroir comme une onde, une fréquence, etc. Et donc, voilà, ça c'est... Et comment on réagit, moi je voulais savoir, justement à la musique, c'est-à-dire puisque on parlait beaucoup de ces ondes magnétiques qu'on dégage, et qu'on est très sensible, justement, apparemment, aux ondes magnétiques, donc forcément très sensible à la musique, par définition. Et comment on exprime cette sensation ? C'est-à-dire que vous pensez qu'il y a des gens qui ont la maîtrise, justement, dans la musique, de pouvoir influer sur certaines parties justement de nos chakras, c'est la base même de la thérapie quantique, on va dire, c'est-à-dire à base de fréquences. Donc on peut utiliser de la biorésonance, un appareil électronique qui va envoyer des fréquences dans le corps, mais les bols tibétains c'est des sons, c'est de la musique bien sûr, que je vais mettre justement sur la paume de ma main, donc magnétique. Donc je fais résonner puisque les bols ont différentes tailles pour avoir d'autres sons, notes, donc, et tout ça, ça va vibrer vers le corps, puisque l'harmonie, quand on parle de santé, on parle de l'harmonie du corps, d'accord ?
Et puis c'est rien d'autre que de la musique, c'est-à-dire certaines personnes disent que Dieu est un architecte, moi j'aurais plutôt tendance à dire un compositeur, c'est-à-dire tout est basé sur des ondes, des fréquences, et puis donc voilà, on va pouvoir soigner le corps rien qu'à base, en sachant, je donne un exemple, je dis le corps humain c'est comme un orchestre philharmonique, donc composé de plein d'instruments, et maintenant si le chef d'orchestre il dit jouer, si les instruments ne sont pas connectés l'un sur l'autre, donc ils ne sont pas à l'unisson, et pour ça on prend un diapason avec le La, le fameux La, et chaque instrument va s'accorder l'un sur l'autre. Même si la flûte traversière est dans une gamme plus haute que par exemple la trombone, il faut qu'il y ait quand même une harmonie, pour qu'il y ait justement une harmonie au niveau du son. Et c'est la même chose avec le corps. Bon, le chef d'orchestre c'est bien sûr celui qui donne le tact, d'accord, et tous les organes représentent un instrument et ils doivent tous jouer à l'unisson, vibrer à l'unisson. Et ce que nous on appelle donc une maladie, c'est un organe qui a perdu sa bonne note et puis alors il vibre, il est en cacophonie, donc il y a une cacophonie qui s'installe dans le corps. Et là, toutes les sciences asiatiques, même l'acupuncture, c'est d'enlever ces tensions donc, qui font que cet organe... Mais on a aussi la phytothérapie avec les plantes qui envoient des fréquences, la lithothérapie, les pierres, etc. Alors, qu'est-ce qu'on dit alors, Lefteros, il me dit onde magnétique et musique, ça n'a rien à voir. Le son est une onde mécanique, pas électromagnétique comme la lumière ou le micro-ondes. Disons que si maintenant je prends la musique, bien sûr, c'est vrai que c'est pas magnétique forcément, mais il faut se poser la question en prenant conscience que le corps humain, la Terre, c'est-à-dire notre planète, fonctionne. Bon, après, il y a ceux qui parlent bien sûr de la théorie de la Terre creuse. Oui, vous avez déjà entendu, voilà. Creuse, bien sûr, bon, oui. Mais maintenant, en supposant, je vais vous dire pourquoi il y a une partie de moi, parce que comme je suis encore une personne qui est ouverte à toute possibilité, c'est-à-dire, je n'ai pas encore été explorer le centre de la Terre, d'accord, pour affirmer qu'elle est bien creuse. Maintenant, par rapport à ce que j'ai découvert actuellement, si on reste dans la théorie normale, c'est-à-dire une croûte terrestre, de la lave, un noyau, plus je vais vers le centre du noyau, plus il se densifie, et c'est très intéressant par rapport au symbolisme de la langue des oiseaux, c'est que le noyau de la planète, il est en fer. Il est en fer, d'accord ? Et il enferme tout ce qui est à l'extérieur, c'est-à-dire il y a un champ électromagnétique qui se crée, et notre corps, qui est comme notre planète, puisque nous sommes les enfants de la Terre, notre corps fonctionne exactement de la même manière, c'est-à-dire nos jambes et nos bras sont des excroissances, donc le corps humain c'est le tronc et le crâne, donc, et le cœur se situe plus ou moins au milieu. Après on peut dire, bah oui, c'est là se limite la comparaison entre la Terre et notre corps, parce que là c'est un noyau en fer et notre cœur c'est un muscle, donc je dis d'accord, mais notre muscle il bat et il fait circuler du sang, et qu'est-ce qu'il y a dans notre sang ? Du fer. Donc c'est ce fer qu'il y a dans le sang qui va faire exactement le même effet sur notre corps, sur notre enveloppe, qu'on appelle le champ électromagnétique. Maintenant, pour revenir à ce que disait votre métanote par rapport au magnétisme, etc., que le son ne va pas se diffuser sur le champ électromagnétique, je ne suis pas, on va dire, physicien ou quoi que ce soit pour maintenant affirmer ça, mais ce qui est clair, c'est que notre corps est un aimant, fonctionne comme un aimant. Il attire, et après on va pouvoir parler de la loi de l'attraction, etc. Donc notre corps émet des choses et il attire des choses. Bon, après il y a de l'électricité aussi dans notre corps, je veux dire, avec de l'information à l'intérieur. Donc on va pouvoir mettre une information sur cette énergie qu'on va envoyer, et le monde magnétique, donc, qui est quand même un monde qu'on connaît à travers de petits aimants, on a simplement besoin de les poser un contre l'autre, on va voir que ça existe. Donc maintenant, pour dire, il a probablement raison de dire que c'est pas par ce voie-là que maintenant la musique, le son va mais elle va quand même se répandre à travers le corps, malgré tout.